Voilà. Ok, chose faite. J'ai pas la projection. Ça y est, tu l'as. Ça y est, ça arrive. Exactement. Ok. Donc, je me représente rapidement. Donc, Florian Beauvais, société Cyberhome, donc en charge de la partie commerciale en France et la partie technique sur une région un petit peu plus grande de l'Europe. Objectif donc de ce webinaire-là, c'est qu'on a pris 8 questions clientes qui revenaient le plus fréquemment et on a essayé de traiter dans une présentation, voir comment on pouvait y répondre. Donc en gros, on part sur les 8 principaux défis, les 8 principales questions rencontrées par les clients par rapport à des besoins. Première étape, le coût de la sécurité. On sait maintenant que l'on a des débits qui sont de plus en plus élevés, des coûts de débit également qui sont de plus en plus élevés. Mais si en plus à ces coûts de débit, vous devez derrière rajouter des coûts sur les équipements pour justement pouvoir exploiter pleinement ce débit-là, ça devient compliqué. Donc, on a pu constater par le passé que justement le coût de la sécurité, c'était un obstacle pour profiter de l'Internet très haut débit. Donc, quand je dis Internet très haut débit, c'est pas uniquement le surf, hein, c'est utiliser Internet comme vecteur pour vos applications, que ce soit téléphone, flux applicatif, ERP, CRM, des choses comme ça. La chose que l'on a rencontrée, c'est les débits UTM. En fait, on avait des débits UTM qui étaient aux alentours de 25 mégas. Et mais derrière, vous aviez une bande passante de 25 mégas. Donc, à la rigueur, ça posait pas trop de soucis. Maintenant, on voit que de plus en plus de clients, de nos prospects que l'on rencontre, ont des débits qui sont d'environ 100 mégas. Par rapport à ça, si vous avez un débit de 100 mégas et derrière, vous gardez un firewall qui ne peut gérer que 25 mégas, bah, c'est un petit peu contraignant. Dans ce cas-là, à quoi ça sert de prendre justement une ligne à 100 mégas? Donc par rapport à ça, bah, on voit que chez certains concurrents, pour ne pas les citer, plus on monte dans la gamme justement pour pouvoir avoir un débit firewall qui est en adéquation avec le lien que j'ai, bah, on arrive dans des prix qui sont exorbitants, voire même irréels. Donc par rapport à ça, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, chez Cyberhome, on a des débits gigas sur tous nos boîtiers. Donc, on a une gamme que l'on verra plus tard qui va du boîtier CR10 pour 7-8 utilisateurs jusqu'au 2005 qui va supporter 5-6 utilisateurs. Tous nos pare-feux ont des interfaces giga. Donc, ce qu'on a ici, par défaut, en firewall throughput, on est capable d'aller de 1 giga jusqu'à 12-13 gigas pour le CR300. Et à côté de ça, partie pare-feu pure, donc uniquement, j'ai envie de dire, du routage, port, protocole, source, destination. Et à côté de ça, en débit UTM, donc ce qu'on appelle débit UTM chez nous, bah, c'est la partie firewall plus tout ce qui est service de sécu. Donc service de sécu, antivirus, anti-spam, filtrage web, filtrage applicatif, IPS et WAF. Donc l'UTM chez nous, les mesures qu'on a UTM, c'est tout service activé et on est capable de monter donc sur un CR300 qui est à peu près le milieu de gamme jusqu'à 1500 mégas. Okay. Pour information, le gros boîtier chez nous, donc le CR2005, monte jusqu'à 8 ou 9 gigas de throughput en full UTM, ce qui est énorme. Donc, nous, même les plus petits boîtiers, si vous voulez, le CR15 fait 80 mégas en throughput full UTM. Donc, voilà comment nous, on répond déjà à cette première point, à savoir bah, le débit, avoir un boîtier en adéquation avec la ligne que l'on a. Exemple, hein, comme je vous disais, donc débit par feu 40 Go pour un CR 2005 et en UTM 4 Go et demi. On est monté un petit peu maintenant avec le nom firmware. Deuxième coup, bah, juste toujours dans cette histoire de connectivité, on a en plus de clients qui basculent vers des liens fibres. Alors le lien fibre, c'est bien, mais si on a un lien fibre derrière et puis d'avoir un transceiver ou autre pour passer de fibre en fibre, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc par conséquent, bah, on s'est rendu compte que pareil, des équipements qui supportaient la fibre, il n'y en avait pas beaucoup. Pas beaucoup d'appliances avec des ports fibres directement intégrés. Donc, soit on passait par ce transceiver, soit on passait par des boîtiers externes qui faisaient le modulo entre fibre et cuivre. Par rapport à ça, nous, on a des boîtiers, donc on va dire début de gamme, entre guillemets, qui sont capables de supporter des cartes. C'est-à-dire qu'on a des boîtiers avec des emplacements, et à ces emplacements-là, on peut rajouter des cartes. On a 3 types de cartes, c'est ce qu'on appelle les ports flexi. 3 types de cartes qui vous proposent soit 8 fois 1 giga en cuivre, soit 8 fois 1 giga en fibre, soit 4 fois 10 gigas en fibre. Donc ces cartes-là peuvent être achetées séparément et peuvent être pluguées sur les boîtiers et par conséquent, vous pouvez répondre aux problématiques de vos clients par rapport à ce besoin de port fibre sur les boîtiers. Alors port fibre, très bien par rapport à Internet, mais également port fibre
pour une connexion au cœur de réseau, port fibre pour du cluster, bref, port fibre pour attaquer un espace de stockage. Bref, le port fibre ne sert pas uniquement pour les connexions Internet. Défi numéro 3 qui est remonté chez nous, c'est la partie applicative. On a de plus en plus d'applications qui sont utilisées dans le monde professionnel. Ces applications peuvent avoir un impact entre guillemets néfaste à votre entreprise. Pourquoi? Parce que certaines applications qui ne sont notamment pas forcément orientées business peuvent consommer une forte bande passante. Et puis derrière, qui dit consommation de bande passante peut dire également perte de productivité ou autre. Donc par conséquent, nous, avec le filtrage applicatif, on est capable déjà dans un premier temps d'identifier les applications qui transitent sur le réseau, uniquement identifiées, pas de blocage, on est dans un mode de log, de learning, on peut appeler ça différemment, et on va être capable de dire que par exemple au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, même un mois, dans les rapports, on est capable de dire qu'on a eu 30% d'utilisation de tel applicatif, donc on va être capable de sortir du Facebook, du Twitter, de la messagerie instantanée genre Skype, Yahoo Messenger ou autre, également des jeux, si on a des applications du genre WoW, dans le genre on va être capable de l'identifier, au travers donc du boîtier Cyber. Et puis, une fois qu'on a détecté les applications, donc on est environ à 2200-2300 applicatifs détectés, applications et micro-applications, puisqu'on supporte également les micro-applications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une micro-application? Une micro-application, ça va être une sous-application. Par exemple, Facebook. Facebook, en soi, est une application. Accéder à Facebook est une application. C'est détecté chez nous comme une appli. Mais dans cette application-là, on a des sous-apps. Facebook, on a la messagerie instantanée, on a le post de vidéo, le post de photos, l'époque et les jeux. Donc chez nous, on a une application principale qui est Facebook et on a des sous-apps. Donc la messagerie instantanée, comme je vous disais, les jeux ou autres. Et on peut être capable de dire très bien, je donne l'accès à Facebook, mais par contre, par rapport à Facebook, je vais bloquer tout ce qui est jeux, messagerie instantanée et post de messages sur les murs. Bon, du coup, Facebook, on peut y aller, consulte uniquement. Donc voilà comment ça fonctionne chez nous. Comment sont classées donc justement ces différentes applications sur différents critères? Critères d'abord de la catégorie. Est-ce que j'ai une application qui est classée comme fort comme transfert de fichiers, comme jeu, navigation générale, du proxy, du peer-to-peer, téléphonie sur IP ou autre? Et quel niveau de risque elle a? Est-ce qu'elle a un niveau de risque qui est très faible, 1, ou à contrario, est-ce qu'elle a un niveau de risque qui est très élevé, égal à 5? Pour information, les niveaux de risque sont définis par nous, par Cyber. Caractéristiques également. Est-ce que c'est une application qui est forte consommatrice de bande passante? Est-ce que c'est une application qui implique derrière une perte de productivité comme des jeux ou autres? Et enfin, la technologie de cette application, est-ce que c'est basé sur le navigateur? Est-ce que c'est du serveur client, protocole réseau ou peer-to-peer? Donc, on a la possibilité de créer des règles de filtrage applicatif basées sur ces différents critères en faisant soit un critère unique, soit un mix de critères. Par exemple, je veux bloquer toutes les applications qui ont un niveau de risque égal à 5, mais je veux également bloquer toutes les applications qui sont de type peer-to-peer. Donc, j'ai possibilité de le faire. On peut également appliquer le filtrage applicatif, donc soit sur une application, soit sur un utilisateur, soit coupler l'applicatif avec une mesure de restriction de bande passante, mais également appliquer une notion d'heure sur cette application. Par exemple, Facebook va être bloqué entre 8h et midi et 14h et 18h, mais va être autorisé entre midi et 14h. Donc, j'ai vraiment possibilité de mettre en place une politique applicative avec une forte granularité. On a également tout ce qu'on appelle filtrage de contenu, donc web, qui va être capable de faire de la protection contre différents sites. Actuellement, on a plus de 90 millions d'URL qui sont référencés et ces 90 millions d'URL sont répartis dans plus de 82 catégories. Donc, on va être capable de dire que telle ou telle catégorie web est bloquée, personnaliser si besoin un message de blocage pour, entre guillemets, apprendre à l'utilisateur les bonnes pratiques en termes de sécurité. Donc, du filtrage pur, mais également capable de bloquer des sites parce qu'il contient du code malicieux, parce que derrière, il y a des URL qui renvoient vers différents sites qui, eux, seraient bloqués. Bref, on a vraiment une analyse complète sur la partie filtrage web. La partie 4, tout ce qui va être application web vulnérable. En gros, on a des applications hébergées chez nous ou dans le cloud
qui sont accessibles. En l'occurrence, chez nous, vous avez un serveur web, il est accessible depuis Internet. Il faut savoir que ce serveur web, du coup, peut être attaqué ou vulnérable. Donc, par rapport à ça, on est capable de protéger nos applications au travers du CyberHome avec un module spécifique qui va être capable donc de bloquer ou de protéger plutôt un ou plusieurs sites. Donc, tout ce qui va être intranet, tout ce qui va être surveillance, les systèmes de paye, bref, toutes les applications web critiques pour l'entreprise peuvent être protégées. On va s'appuyer donc pour ça sur ce qu'on appelle la partie WAF, le Web Application Filtering. Le WAF, c'est un nom un peu barbare. C'est une chose qui n'est pas très courante, qui n'est pas souvent mise en place, parce que c'est une solution à la base qui est très onéreuse. On a différents éditeurs qui ont des solutions dédiées par rapport à ça. Nous, on intègre un module dans nos boîtiers. Par conséquent, si vous voulez renforcer votre sécurité par rapport au site web que vous publiez, on a un module sous les licences à ajouter sur le boîtier et vous avez un niveau de sécurité équivalent des solutions dédiées avec un boîtier dédié, mais nous, on est encore une fois dans une solution centralisée. Par rapport à ça, les différents obstacles, donc, comme je vous disais, c'est hyper coûteux. Donc, vous avez du coup derrière le coût du dommage. Est-ce que je me fais attaquer? Je me fais voler des informations comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps à différents opérateurs. Donc, coût du dommage vs le coût de la protection. Est-ce que ça vaut le coup que je me protège ou derrière, finalement, mes informations que j'ai, ça représente pas un vrai business. Derrière, le temps que ça prend. Le temps que ça prend à implémenter, à entretenir, à maintenir. Est-ce que derrière mon module peut avoir un mode d'apprentissage qui va me permettre de dire à un instant T, OK, pour l'instant je suis en mode d'apprentissage, donc je laisse plutôt passer, mais derrière je vais avoir des messages d'alerte. Dire que ça, logiquement, ça n'aurait pas dû passer. Et derrière, la complexité, comme je vous disais, le WAF, c'est un nom un peu barbare qui peut faire peur. Donc voilà, ça peut être également un frein. Nous, comme je vous disais, solution WAF intégrée à CyberHome, donc on est un WAF ultra performant, qui est pas forcément onéreux comme on peut l'avoir donc à la concurrence, qui est pas hyper chronophage parce qu'encore une fois c'est une centralisation en termes de configuration et qui est pas complexe à mettre en place du fait qu'on est en mode d'apprentissage. Derrière donc, comme je vous dis, économique, facile à déployer et pas de modification de la configuration existante. On est en coupure, on analyse un flux et derrière on met les différentes règles de flux sur le flux qui vont bien. Autre problématique que l'on rencontre de plus en plus, la partie BIOD. Alors le BIOD, le Bring Your Own Device, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est arriver dans son entreprise avec ses équipements personnels et les connecter sur le réseau. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus. Vous pouvez avoir un ordinateur portable qui vous est fourni par votre société, mais à côté de ça, vous aimez bien, vos propres outils. En général, voilà, vous avez une tablette, vous avez un smartphone, vous les connectez au réseau de l'entreprise, vous baladez avec dans l'entreprise, vous avez votre tablette, vous accédez à Internet ou autre. Bref, vous avez un vrai problème de sécurité. À la fois un problème de sécurité, mais également un problème d'accès aux ressources. On voit très bien ici les messages. À quoi doivent-ils avoir accès? À qui les utilise? Et surtout, quels appareils sont utilisés sur mon réseau? Parce que la plupart des réseaux, des administrateurs réseau, n'ont pas forcément connaissance des différents équipements qui se trouvent connectés sur le réseau. Donc, c'est une vraie problématique de la partie BIOD. Nous, on a la possibilité déjà de voir les différents appareils qui sont connectés au réseau et voir ce que c'est comme type. On a également possibilité de baser nos politiques de sécurité sur l'utilisateur. C'est d'ailleurs le point fort de CyberHome par rapport à la concurrence, c'est qu'on tourne nos politiques de sécurité autour d'un utilisateur. On est les seuls actuellement à avoir un brevet déposé pour cette fonctionnalité-là et dire que tel utilisateur a accès à telle ressource, quel que soit l'équipement qu'il va utiliser pour se connecter. Après, on a différents mécanismes d'authentification, que ce soit transparent ou explicite, et on a du coup une visibilité derrière. Donc on voit ici les différents utilisateurs, on voit comment ils sont connectés. Donc on voit qu'on a pas mal de clients qui sont connectés au travers d'un iOS avec la partie web client. Et du coup, cette problématique de qui se connecte avec quoi, nous on la rencontre pas. Jusqu'un utilisateur qui va se connecter avec son portable ou avec son téléphone portable ou son ordinateur, il va devoir être authentifié. Donc par conséquent, l'équipement qu'il va utiliser va être rattaché à un compte utilisateur. Et un utilisateur va pouvoir avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10 équipements. Et par conséquent, sur tous ces équipements, il y aura la même politique de sécurité. Donc par conséquent, encore une fois, qu'il soit connecté en filaire avec un ordinateur fixe ou avec son portable, son tablette ou autre, il aura les mêmes ressources, mais il aura également le même niveau de sécurité. Donc nous, voilà, cette partie problématique de BIOD, le Bring Your Own Device, on y répond par notre fonctionnalité, notre point fort, à savoir la publication, la mise en place de la sécurité autour des utilisateurs. Donc tout ce qui va être accès basé sur l'identité, utilisateur,
on authentifie. Donc, une fois que l'utilisateur est clairement identifié, il a sa politique de sécurité. Je vois par exemple que Jack, c'est le PDG, ce qu'on appelle un VIP chez nous. Il a accès à tout, que ce soit messagerie instantanée, aux mails, aux différentes ressources internes, à Facebook. A contrario, Harry, qui est responsable RH, il ne doit pas aller sur Facebook. Et enfin, Alex, qui est un directeur commercial, n'a pas accès forcément à des ressources, mais par contre a accès à Facebook derrière et à la différentes messageries instantanées. Donc pareil, nos politiques de sécurité, soit tournent autour de l'utilisateur, soit autour d'un groupe d'utilisateurs au travers d'une population. Le défi numéro 6, les menaces internes et gestion des incidents. Pareil, un certain nombre d'attaques, menaces internes, vous avez un utilisateur qui se connecte, il a une infection sur son poste, cette infection se propage. Du coup, derrière, la gestion de l'incident, c'est quand même relativement compliqué. Parce qu'il faut trouver déjà d'où provient l'attaque, l'identifier, et puis éventuellement, derrière, limiter les dommages collatéraux. Donc du coup, comment on peut identifier? Nous, encore une fois, au travers des différents rapports, on est capable de dire que tel ou tel virus a pu être implanté par un utilisateur par rapport à une source externe, une clé USB qu'il a branchée chez lui, il a récupéré du contenu, il a branché cette clé USB sur son poste de travail, c'est propagé derrière. Mais on va être capable de voir, alors soit c'est propagé, soit c'est pas propagé, tout dépend du vecteur, mais derrière, dire, ok, cette source, l'infection provient de telle ou telle source. Le reporting, comme je vous disais, donc le reporting intégré sur les boîtiers, on a plus de 1200 rapports et on a possibilité de voir les utilisateurs, un reporting par rapport aux utilisateurs. Encore une fois, un utilisateur qui a fait du peer-to-peer, qui a récupéré un code malicieux, on va être capable de le voir. Donc là, si on fait un filtrage par utilisateur sur la partie torrent en peer-to-peer, on voit le nombre de connexions. On voit par exemple que Michael, il a fait 61 245 connexions, ce qui représente à peu près 275 mégas téléchargés. Vous voyez? Donc là, on va dire que potentiellement, la source d'infection provient de Michael avec tel ou tel fichier et que ça a été récupéré au travers d'une connexion peer-to-peer. Du coup, on a les tableaux, donc tableau de sécurité, avec les hosts bloqués, les utilisateurs bloqués, les applications, les différentes connexions en provenance ou à destination de différents pays. La même chose pour les différentes catégories applicatives ou web qui seraient bloquées, et enfin les différentes attaques qui sont détectées et bloquées. Tout ça, encore une fois, rapport de base. On a également des rapports de conformité, donc tout ce qui va être notamment en France la plus commune, ce qu'on appelle la norme PCI DSS, dès qu'on est dans un monde bancaire ou autre, cette compliance doit être respectée, pardon. Autre défi, la partie QoS. La QoS par rapport aux utilisateurs et aux applications. Comme je vous disais, vous avez des sites sportifs, des sites sportifs dans certains cas, des sites de musique en ligne, YouTube, des sites entre guillemets de streaming ou autres. Ça, ces sites-là sont fort consommatrices de bande passante. A contrario, derrière, du coup, le PDG a une bande passante qui est limitée, et derrière la bande passante pour tout ce qui va être téléphonie sur IP et CRM, également limitée. Donc du coup, le fait d'avoir une connexion vers des sites non productifs a une répercussion négative sur le reste du business. Pourquoi? Parce que le PDG, déjà un PDG, il constate un ralentissement ou un temps d'accès supérieur pour telle ou telle ressource, il n'est pas content. Et si en plus derrière les outils métiers critiques, que ce soit CRM ou téléphonie sur IP, sont impactés, ça peut être vraiment très très critique. Donc par rapport à ça, nous on a une gestion de la QoS qui peut être basée sur différents types. Par exemple, on parlait de sites. Donc des sites dits indésirables, on ne souhaite pas les bloquer, mais on souhaite limiter la bande passante vers ces sites-là. Donc par exemple, on va être capable de dire que sur la catégorie web qui regroupe tous les sites de streaming, YouTube, sites sportifs ou autres, je vais appliquer une règle de QoS. Cette règle de QoS sera appliquée à tous les utilisateurs qui vont accéder à ce site-là. Et par conséquent, je limite ma bande passante à 300 kg pour accéder à ce site-là. A contrario, je peux très bien dire que je vais mettre une politique de bande passante pour garantir une bande passante à un utilisateur, en l'occurrence ici le PDG ou le CEO, et lui dire que cette bande passante, elle est garantie entre X mégas et X mégas. Et lui, du coup, aura une bande passante garantie et non limitée. Et enfin, je peux donc le faire bien évidemment utilisateur ou groupe d'utilisateurs, et je peux également le faire par rapport aux applications. Applications CRM, VoIP ou autres ont besoin d'une bande passante garantie. Donc pareil, quel que soit l'utilisateur qui va utiliser l'applicatif aura une bande passante garantie pour fonctionner correctement.
Et enfin, sur une règle par feu, ce qui est en l'occurrence beaucoup plus standard. Donc, gestion de la QoS, utilisateur, groupe d'utilisateurs, application ou catégorie d'application, ou site web ou catégorie de site web. Enfin, dernier défi pour nous, la partie anti-spam. Pareil, on sait que les spams représentent quand même une majorité des messages. Alors, pas forcément les spams qui sont délivrés, mais quand on fait un petit peu d'études au travers des boîtiers, on voit que sur 100 messages reçus, on a à peu près 80 à 90% de spam. Donc, il faut être capable de les traiter. Comment nous, on les traite? Comment on récupère les mails? Qu'est-ce qu'on a comme outil en cas de faux positif? On a, une partie anti-spam, on s'appuie sur ComTouch. Donc, on a nos produits intègrent encore une fois une fonctionnalité d'anti-spam. C'est pas une solution dédiée, mais ça reste une fonctionnalité. On s'appuie sur ComTouch et on est capable de passer un message avec 3 types de scan. D'abord, la réputation. On va être capable de dire que ce message qui provient de telle ou telle adresse IP est catégorisé comme site ou comme adresse IP source de spam. Donc, par conséquent, le message va être bloqué à la connexion. C'est-à-dire que le message ne va même pas arriver sur votre passerelle, CyberHome ou autre, mais le message sera bloqué à la connexion. Par conséquent, en termes de gain de performance, c'est colossal. Plutôt que d'avoir un mail qui va arriver, qui va être traité, qui va passer au moteur de spam et qui va dire moteur de spam, ah oui, bah c'est du spam, donc du coup je le supprime, je le mets en quarantaine ou autre. Donc un process, quand on le fait sur un mail, en effet, c'est pas représentatif, mais quand on va le faire sur des dizaines de milliers de mails par jour, en termes de performance, c'est considérable. On a également un deuxième type de scan basé sur des patterns récurrentes, ce qu'on appelle. Est-ce qu'un message a X destinataires? Est-ce que c'est une mailing list? Est-ce que le message a différents liens dedans? Bref, des différents critères qui vont dire si c'est du spam ou non. Et enfin, troisième type de scan, c'est ce qu'on appelle la partie RBL, donc les real-time blacklist, où là, en l'occurrence, on s'appuie sur différents moteurs et sources d'adresses pour dire que c'est du blacklisté ou non. Derrière, si on a du faux positif, on a un mail qui sera mis en quarantaine et on a possibilité de notifier l'utilisateur pour lui dire qu'il a un mail dans sa quarantaine. Donc, en l'occurrence, s'il en a 7, il peut voir si c'est un mail légitime et il peut également relâcher le mail si besoin est. Sur la partie anti-spam, donc entrant, sortant, on fait bien évidemment une partie antivirus également. C'est-à-dire qu'un message peut passer à la fois l'anti-spam, une fois qu'il est traité, reçu, on va passer une couche antivirus dessus. Et on a également la partie IPS pour savoir si on n'a pas de code malicieux dedans, si on n'a pas une attaque au travers d'une connexion mail ou autre. Donc, on a présenté les 8 points. Rappel rapide des différentes fonctionnalités. Donc, à la base, CyberHome, pare-feu, sur lequel on a posé différentes couches de sécurité. Partie IPS, partie antivirus, filtrage web, filtrage applicatif, anti-spam, gestion de la messagerie instantanée et WAF. On a également différentes briques plus réseau, partie VPN, partie connexion Wi-Fi, également tout ce qui va être gestion des liens de secours 3G, 4G, mais également gestion du multilien. Gestion du multilien, dès lors que vous avez 2 opérateurs ou plus connectés sur le boîtier, on est capable de les gérer, de faire de l'équilibrage de charge, de faire du failover, bref, on est capable de gérer le multilien. Toutes ces différentes briques, derrière, sont source de logs, et par conséquent, ces logs sont traités et mis en forme sous forme de rapport. Donc, les gammes que l'on a, sécurité réseau, pure, la partie UTM. On a également une solution de gestion centralisée. On a également un produit dédié pour tout ce qui va être centralisation, corrélation d'informations, ce qu'on appelle surveillance et analyse du réseau. Et enfin, une gamme sécurité pour les particuliers avec au travers d'un petit UTM, mais aux fonctionnalités vraiment limitées, qui peut être positionné chez un particulier. Okay. J'en ai fini moi pour mon webinaire. Je pense que je suis dans les temps. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, merci Florian pour la présentation. Donc, pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors, en attendant que les éventuelles questions arrivent, donc je vous rappelle pour saisir vos questions, vous avez le menu flottant de l'onglet questions ou chatter, et puis vous m'envoyez ça. Si tu as d'autres actualités à nous présenter, tu peux y aller, Florian. Je te laisse un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut parler? Vous avez certainement entendu parler, pour ceux qui connaissent un petit peu CyberHome, que derrière on avait été racheté par Sophos. Donc Sophos, c'est une intégration qui est en cours,
On va intégrer des fonctionnalités Sophos. La première que l'on va intégrer, c'est la gestion du Wi-Fi. Sur certains projets, vous avez un client qui vous demande à la fois une partie sécu, mais également une partie réseau. On va être capable, à partir de, je pense, dans une semaine ou 15 jours, avec la nouvelle version de CyberHome qui va sortir, de supporter les bornes Wi-Fi Sophos. Donc, on va être capable de gérer les bornes, donc à la fois de les contrôler, de gérer la sécurité et toute la partie réseau, et ce, sans contrôleur. Donc ça, c'est la grosse actualité qui va arriver officiellement, je vous dis, d'ici une dizaine de jours, dès lors que la nouvelle release sera prête. Très bien, j'ai pas de questions pour l'instant. Donc je vais juste rajouter quelques éléments. Donc évidemment, vous retrouvez toute la gamme CyberHome sur le site d'actn.fr. Donc vous allez sur le site où vous verrez les différentes références et les différents produits. Vous pourrez également retrouver après ce webinaire les fichiers de la présentation donc, qui vous seront envoyés. Et en ce qui concerne donc les présentations de la CTN, donc les 2 derniers webinaires de la saison sont un petit peu des horaires spéciaux, des jours en tout cas, puisque ce ne sera pas le vendredi. Donc le prochain a lieu mardi 9 juin, où on présentera la nouvelle version du logiciel vidéosurveillance d'Acti. Et enfin le dernier webinaire, plutôt réseau et Wi-Fi en particulier, sera consacré le lundi 15 juin à la démo d'un paramétrage de la solution de contrôleur Wi-Fi de Ngenius. Voilà, donc 2 dates que vous pourrez retrouver également dans l'agenda sur notre site actn.fr et vous inscrire. Voilà, Florian, écoute, j'ai pas de questions pour l'instant, donc si vous avez des demandes spécifiques en rapport avec CyberHome et la sécurité informatique, vous pouvez donc envoyer vos demandes soit à l'adresse que vous voyez à l'écran, florian.beauvais@cyberhome.com, ou alors m'envoyer les demandes que je transmettrai également à Florian à webinar@actn.eu, webinar au singulier, et on fera suivre et Florian prendra contact avec vous pour toute question, toute demande. Je te remercie, je vais te libérer étant donné qu'on n'a pas encore de questions. De toute façon, ça pourra suivre par la suite. Merci Florian, à très bientôt et merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.